Bonjour, il est 13 h, on va commencer. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'heure, je vais respecter le fait que vous soyez à l'heure. Je m'appelle Valérie Koskas, je suis en charge de la stratégie d'Amazon Web Services pour la France depuis un peu plus de 2 ans. Avant ça, j'ai travaillé d'abord 6 ans chez Accenture et puis 12 ans chez Orange, à la direction de l'innovation et à la direction de la stratégie. Je suis chez AWS depuis un peu plus de 2 ans, mais il y a déjà 75% de l'effectif France qui a été recruté après moi. Donc le sujet du recrutement est un sujet important. Et d'ailleurs, c'est une des 2 choses qui m'ont le plus fasciné depuis que j'ai rejoint AWS, Amazon. Les 2 choses qui m'ont le plus fasciné dans cette entreprise, c'est d'abord la culture d'innovation d'Amazon. Je pourrais passer des journées à en parler. C'est impressionnant. Et puis d'autre part, nos process de recrutement qui sont vraiment impressionnants également, très streamlinés compte tenu de notre croissance. Voilà, c'est un point important. Donc je me propose de partager avec vous dans les 45 minutes qui vont suivre un certain nombre de trucs et astuces que nous mettons en place et que nous expérimentons en fait tous les jours chez AWS en matière de recrutement et de gestion de nos talents. Sachant que évidemment, chacun va faire son marché. Dans ce que je vais vous raconter pendant 45 minutes, il y a des choses qui vont faire tilt, qui vont vous plaire. Il y en a d'autres qui vont moins vous plaire. Ce matin, on a eu au moins 2 autres personnes représentant au moins 2 entreprises différentes qui ont parlé de leur culture et de comment ils recrutent. Chaque entreprise a sa culture, sa façon de considérer la façon dont elle veut recruter. Et il y a toujours des bonnes idées à prendre en écoutant les uns et les autres. Et donc nous, on a un certain nombre de bonnes pratiques qu'on partage. Et puis derrière, vous en faites ce que vous voulez. La première chose d'ailleurs à remarquer, c'est que aujourd'hui, je vous parle de la façon dont on recrute à la façon Amazon. Mais je ne suis pas DRH. Je suis en charge de la stratégie de AWS pour la France. Et ça en dit long en fait sur le fait que le recrutement, c'est vraiment un truc sérieux, en fait. On le prend vraiment au sérieux. C'est stratégique. Petite question, est-ce que certains d'entre vous savent combien il y a de salariés chez Amazon dans le monde? Oh, mais c'est pas drôle. C'est la Alors, en général, merci, bravo. En général, quand je pose la question, les gens disent, oh, je sais pas, 10 000. S'ils réfléchissent un peu, ils disent ah ouais, mais si elle pose la question, c'est peut-être 100 000. Et en fait, non. Au 31 décembre, ou peut-être à la fin de Q2, on était 575 000 salariés dans le monde. Donc un demi-million de personnes en croissance exponentielle. Tous ces chiffres-là sont des chiffres très officiels que vous trouvez sur le site des relations investisseurs d'Amazon. Amazon a été introduit en bourse en 1997. À l'époque, il y avait 614 salariés. En 2007, il y avait 17 000 salariés. Et en 2017, 566 000. En orange, c'est la courbe du chiffre d'affaires et en noir, donc la courbe des salariés. Donc ça s'est pas fait en un jour, hein, ça a pris 20 ans d'arriver à là, mais vous vous rendez compte le nombre d'entretiens qu'on avait passé pour arriver à ce nombre de salariés. 82, c'est le nombre de job desk, enfin d'offres, de job desk, présentes sur le site Amazon Jobs vendredi dernier et qui mentionne AWS. Donc en gros, c'est les job desks ouvertes pour AWS vendredi dernier, sachant que derrière une job desk, il peut y avoir plusieurs postes. Donc je reviens sur le fait que c'est un sujet vraiment sérieux pour nous.
chacun des salariés d'AWS en France passe une part non négligeable, c'est peu de le dire, de son temps à faire passer des entretiens. Alors, parmi nos trucs et astuces, la première, je dirais la plus visionnaire, c'est de savoir ce qui compte vraiment pour votre entreprise. Quelle est la vision du départ? Quelles sont les valeurs du départ de votre entreprise? Alors, je vais prendre un exemple. Si on parle de Zara et de Chanel, les deux sont dans la même industrie, on pourrait dire. Maintenant, dans la culture de Zara, il y a cette profonde relation avec le client, une profonde réactivité à l'évolution des goûts des clients et une volonté de refléter toujours dans les collections les dernières évolutions des goûts de leurs clients. Il y a une vraie volonté de développement durable, etc. Mais vraiment, cette volonté de s'adapter le plus vite possible aux évolutions des goûts des clients. Chez Chanel, dans la même industrie, là, la vision, c'est on s'efface derrière la marque. D'ailleurs, la mode passe, le style reste. Donc, on va sans doute pas recruter de la même façon, certainement pas, chez Zara et chez Chanel. Pourtant, c'est les mêmes métiers dont on aura besoin, mais on ne va pas du tout les recruter de la même façon. On ne va pas chercher les mêmes qualités chez les gens qu'on va recruter. Donc vraiment, savoir ce qui est vraiment important pour votre entreprise. Et du coup, recruter pour la culture. On considère que la culture est plus forte que les compétences. Et chez Amazon, notamment, on a nos 14 leadership principles qui sont vraiment fondamentaux. Pour nous, en fait, les leadership principles, c'est le mécanisme qui permet de s'assurer que sur un demi-million de personnes, de salariés, tout le monde partage vraiment la vision de Jeff Bezos. Ces 14 leadership principles, comme vous voyez, en fait, ils forment vraiment l'ADN d'Amazon. Ils sont tous égaux entre eux. Il y en a un qui est un peu plus égal que les autres quand même. Il est tout en haut, c'est la Customer Obsession. Et c'est vraiment ça le point le plus fondamental de la culture d'Amazon. Et en fait, c'est autour de ça que va s'articuler notre processus de recrutement. Alors justement, en matière de processus, on fait attention d'avoir un processus qui soit cohérent, qui soit homogène, qui soit égal pour tous. On ne va pas recruter pour le même type de job quelqu'un autour d'une bière et quelqu'un d'autre avec un processus avec plein d'études de cas. On ne va pas recruter quelqu'un parce qu'on l'a vu faire un boulot génial chez un client et du coup il n'a pas besoin, ou chez un partenaire ou en étant freelance. On va pas, la personne postule chez nous, on va pas dire non mais c'est bon, lui on le connaît déjà, donc il n'a pas besoin de passer les entretiens. En fait, tout le monde passe par le même processus. Et en fait, ce processus, en tout cas chez Amazon, vu le nombre d'entretiens qu'on a à faire passer, là aussi on fait attention d'épargner un peu le temps des équipes qui font passer tous ces entretiens et qui sont solution architectes, qui sont account managers, qui doivent s'occuper de leurs clients en parallèle de recruter. Et donc ce processus, en tout cas chez nous, c'est 4-5 interviews avec 4 ou 5 personnes différentes. Chaque candidat aura eu l'occasion d'échanger avec au moins 4 ou 5 personnes d'Amazon. Les premiers entretiens vont être par téléphone. Premier entretien, c'est bon ou c'est pas bon, c'est fini, c'est bon, on passe le deuxième entretien, téléphonique toujours. C'est bon, tant mieux. Non, c'est pas bon, ce sera pour une autre fois. C'est bon, on passe à la troisième étape. Et la troisième étape, c'est une journée entière d'interview avec donc 4-5 personnes, incluant un cas pratique
qui va évidemment pas être le même selon le job sur lequel on postule. Et tout ce processus, en fait, permet à chacun de gagner beaucoup de temps parce que il est le même pour tout le monde. Et d'ailleurs, au début, quand l'équipe est petite, le CEO fait partie de toutes les loupes. Le CEO voit tout le monde. Au bout d'un moment, le CEO, il peut plus voir tout le monde, sinon il ne fait que ça. Alors certes, c'est stratégique, mais enfin de là à ne faire que ça, quand même pas. Mais donc, il faut quand même trouver des mécanismes pour faire comme si on avait le CEO dans la salle. Et je vais donner des exemples qui n'arrivent pas, mais qui caricaturent des comportements sur lesquels, du coup, on trouve des solutions. Imaginez une équipe d'account manager ou de solution architect qui ils sont en sous-effectif. Les demandes des clients n'arrêtent pas. Les mecs sont sous-effectifs. Il y a un moment, on peut être tenté de se dire bon, celui-là, il est pas mal. Bon, je le recrute. Bon, eh ben non. Nous, on ne veut pas. Ouais, bon, il est pas mal. Non, on veut que. Alors, le côté, je sais plus comment ça a été exprimé ce matin, classe A ou je sais pas quoi. C'est pas exactement comme ça, nous, qu'on le voit. Typiquement, on ne regarde pas les écoles, on s'en fiche comme de l'an 40 du parcours académique des candidats. Ce qui va compter, c'est vraiment les leadership principles. Ah oui, c'est ça que j'oubliais de dire, je vais revenir dessus. Mais par contre, on s'assure que parmi les 4 ou 5 intervieweurs que le candidat va voir dans la journée, il y en a un qui n'est pas dans l'équipe qui est en sous-effectif et qui would die to recruit someone. Donc, quelqu'un qui va être, nous on l'appelle le bar raiser, et c'est quelqu'un qui va être garant du fait que, non, on ne va pas baisser nos critères d'exigence parce qu'on a absolument besoin de pourvoir le poste. Il faut que notre exigence reste toujours la même. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui permet de garantir que on va pas. On a tendance à dire quelqu'un a toujours tendance à recruter des gens qui vont être égaux ou moins bons que lui. Et ben justement, le bar raiser s'assure que si par hasard on avait ça, normalement on est censé être super parfait, nos idéaux vont recruter des gens qui sont meilleurs que nous. Et justement pour s'en assurer, on a des bar raisers dans la salle qui vont s'assurer qu'on tire vers le haut. Juste dans le slide précédent où je parlais du processus, sur toutes ces 4 ou 5 interviews qu'on va passer, en fait, sur la première interview, on va vérifier que vous savez à peu près faire le métier sur lequel vous postulez. Et après, tous les autres entretiens vont vraiment se focuser sur les leadership principles, les 14 que j'évoquais précédemment. Donc en fait, chaque intervieweur va se voir confier 2 leadership principles, et puis il va creuser avec le client, avec le candidat. D'ailleurs, le candidat est d'une certaine façon un client. Il va creuser avec le candidat pour voir si vraiment, exemple à l'appui, ce candidat est vraiment customer obsessed. Si ce type qui était ou qui est encore actuellement, qui dirige une équipe de développeurs, il a une équipe de 50 personnes, donc le plus clair de son temps, en fait, il fait du management, il code plus lui-même, mais jusqu'où il va dive deep. Et dive deep, ça ne veut pas forcément dire que lui-même va faire du code, mais que s'il y a un problème à un moment, jusqu'à quel point il va vraiment aller creuser jusqu'au bout pour craquer le sujet. Donc en fait, chacun des intervieweurs va vraiment creuser les leadership principles que j'évoquais précédemment. Et c'est ce qui fait que je vous disais au début, la culture bat les compétences. Les compétences, on leur a vérifié au début. Et après, si vraiment vous avez cette culture-là, ça veut dire que vous avez cette capacité d'adaptation qui est assez indispensable quand on travaille chez Amazon
étant donné la vitesse à laquelle cette entreprise évolue. 5e point, avoir un plan d'interview. Et là aussi, si vous avez vraiment beaucoup d'interviews à faire passer, d'entretiens à faire passer, là aussi, ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc, moi, sur les premiers que j'ai fait passer, j'avais beaucoup de temps de préparation avant l'interview. Ensuite, il y avait l'interview elle-même. Puis ensuite, il y avait le temps de débrief de l'interview. Et finalement, pour un candidat, je passais un temps pas possible. Mais les choses aidant, et puis les bons tuyaux finalement des collègues qui étaient passés par là juste avant, en fait, m'ont fait automatiser presque un certain nombre de mes tâches. Donc évidemment, avant une interview, je vais regarder un peu le profil du candidat, mais par contre, préparer mes questions, c'est bon, je sais c'est plus quelque chose qui me prend du temps avant, en fait. Mes questions, elles sont prêtes. Et j'arrive dans la salle, je sais comment je vais me présenter, je sais quelles questions je vais poser aux clients. Et là aussi, c'est plutôt juste vis-à-vis des candidats, d'être assez homogène dans les questions qu'on leur pose, de ne pas avoir un candidat à qui on va poser des questions complètement différentes, plus techniques ou plus je ne sais quoi que d'autres, parce que du coup, il ne va pas être jugé de la même façon. Donc vraiment, le côté homogène est important, à la fois pour gagner du temps et pour être juste avec nos candidats. Alors, ensuite, bon, Amazon, c'est une très grosse boîte, donc ça ne s'applique pas forcément à tout le monde de la même façon, mais quelque part, c'est des bonnes pratiques aussi qu'on met en place. Pendant l'interview, alors je préviens le candidat avant, je prends un nombre de notes, enfin je prends tout en notes. Je prends tout en notes et en plus, même si l'interview est en français, je prends mes notes en anglais. Je prends mes notes en anglais parce que derrière, le feedback, il va être partagé avec les autres intervieweurs et avec les RH. Et les RH, maintenant on commence à en avoir en France, mais jusqu'à présent ils étaient plutôt anglophones. Puis d'ailleurs même ceux qu'on a en France sont plutôt anglophones. Et donc en fait, je rédige mon feedback d'une manière que je pourrais assumer. Si par hasard, si par hasard, non, ça ce sera pas un hasard. Les RH vont relire mon feedback, mes collègues vont aussi relire mon feedback, et si par hasard à un moment quelqu'un d'autre devait relire mon feedback, je l'assume. Il est clean, il est documenté, il y a des datas, tous les exemples sur lesquels j'ai échangé avec le candidat sont retranscrits finalement dans mon feedback. Et puis, il prend position. Et d'ailleurs, on a un système qui est, quand on voit un candidat, on le voit, on fait passer son entretien ou sa loupe. Il a un engagement de la part d'Amazon de recevoir une réponse dans les 5 jours suivant la loupe. Et je crois qu'on s'y tient à peu près. Je n'ai pas les KPI, mais je pense qu'on s'y tient à peu près. Et c'est important pour nous, ça fait partie de la culture, de l'expérience candidat. Et juste avant de pouvoir donner ce feedback au candidat, faut qu'on en ait débattu entre nous. Et en fait, pour chaque candidat, il y a vraiment un vrai investissement de l'entreprise, puisqu'il aura vu il aura eu au téléphone deux personnes. Ensuite, il aura vu 4 ou 5 personnes pendant la journée de loupe. Et chacune de ces personnes aura investi en plus le temps de faire le feedback et un temps de débrief qu'on fait tous ensemble. Et donc, au moment où j'écris mon débrief et où je dis « oui, celui-là, je pense qu'il faut le recruter » ou « non, celui-là, je ne pense pas qu'il faut le recruter », il n'y a pas la case « peut-être », elle n'existe pas. Donc, au moment où je fais mon débrief, je ne vois pas ce qu'ont écrit les autres. Et on est censé ne pas en parler entre nous. Et une fois que j'ai fini mon débrief, seulement là, je vois ce qu'ont mis les autres. Et quoi qu'il arrive, on garde un temps de débat. Donc, on a prévu un temps de débrief, un call avec tout le monde. Et quoi qu'il arrive, même si tout le monde est d'accord pour le recruter, ou même si tout le monde est d'accord pour ne pas le recruter,
L'un comme l'autre, ça arrive rarement. Hein. Il y a l'unanimité, ça arrive assez rarement. Mais même ces fois-là, on garde quand même le temps de débat et appuyer justement sur les feedbacks qu'on a rédigés. Je crois que j'ai aperçu une question. Je ne sais pas vous répondre. Sans doute les RH doivent l'avoir. Moi, ce que je peux vous dire, depuis 2 ans et demi, enfin pas tout à fait 2 ans et demi que je suis chez AWS en France, je pense qu'une main suffit largement pour compter le nombre de personnes que j'ai vues partir. Ok, pardon. No question, no job. Donc, toutes ces, dans chacun de ces entretiens, évidemment, c'est surtout nous qui posons des questions aux candidats, mais on garde un peu de temps à la fin pour les questions des candidats. Ben, un candidat qui n'a pas de questions, quelque part, on peut s'interroger sur son niveau de curiosité, quand même. Or, je ne vous les ai pas fait un par un, mais Learn and be curious, c'est un de nos 14 leadership principles. Et d'ailleurs, il y a les gens qui n'ont pas de questions. Ça m'est arrivé une fois, je crois, ou 2. Et puis, il y en a beaucoup, très nombreux, qui en fait, au fond, je pense qu'ils n'avaient pas de questions. Parce qu'au moment où je leur demande s'ils ont une question, est-ce que vous pouvez me raconter votre métier? Ouais, bon, ok, celui-là, il n'avait pas de question. C'est la question facile de est-ce que vous pouvez me raconter, vous, ce que vous faites? C'est pas quelqu'un qui a creusé vraiment bien en amont ce que c'est AWS et qui, du coup, a des vrais éclaircissements à demander. Oui. La question est excellente, j'ai pas en top of mind. Non, il y a des clients qui nous demandent, il y a des candidats qui nous posent des questions auxquelles on ne peut pas répondre sur le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, etc. Il y a des candidats qui nous demandent comment on approche les clients, comment ça se passe concrètement. Là, oui, bah, la personne du coup se projette plus finalement dans le job. Qu'est-ce que j'ai eu? Une super question. Je ne sais plus ce que j'ai eu comme super question. Peut-être que j'ai pas eu une super question qui m'a. Bon, je la garde pour après. Quand j'aurai fini de parler, je vais réfléchir 2 minutes. Mais là, comme ça, j'en ai pas une en tête qui m'ait laissé un souvenir impérissable. Interviewer beaucoup de candidats, c'est pas mal en fait, parce que du coup on peut effectivement les comparer, on peut voir ceux qui sont vraiment passionnés, ceux qui le sont moins. Du coup, s'adresser à des sources où il y a beaucoup de candidats, c'est pas mal. Ça permet, alors c'est pas forcément facile à organiser, d'en voir plein dans la même journée, etc. Mais c'est une bonne méthode, surtout quand on doit recruter beaucoup, donc en fonction des startups dans lesquelles vous travaillez ou avec lesquelles vous travaillez. Ça dépend des cycles dans lesquels vous êtes. Vérifier les références, c'est hyper important. Que ce soit par recommandation, par LinkedIn, vous trouvez toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... et c'est vraiment important. Et puis, own your recruiting. Vous n'allez pas outsourcer les sales, vous n'allez pas outsourcer la relation client. C'est vous, ça représente votre entreprise. Et donc, c'est vous qui... Enfin, un chasseur de tête, ça peut aider, ça peut défricher, ça peut... Mais c'est vraiment important, je vous dis, chez AWS en France, quelle que soit notre fonction, on passe tous un temps fou à recruter. Tous, sans exception. Alors, comme on est chez AWS et que je ne sais pas dans la salle quels sont les profils exacts des personnes qui sont là, je sais que beaucoup de startups se demandent comment recruter un bon CTO.
Et du coup, j'ai fait une petite enquête parmi nos solution architectes et je leur ai demandé, pour vous, comment on fait pour recruter un bon CTO? Et alors du coup, normalement, c'est vraiment, la réponse est censée être de la crème de la crème. Alors la première question à se poser, c'est est-ce que vous avez besoin d'un CTO? Avant de recruter un bon CTO, c'est vraiment de vous demander si vous en avez besoin. Alors voilà, ça dépend de votre stade de développement, mais si vous êtes tout au début, peut-être que vous avez besoin juste d'un développeur et que peut-être que quand votre startup va grandir, le développeur va grandir aussi et va devenir CTO, ou peut-être pas. Mais au début, c'est peut-être juste un développeur en fait dont vous avez besoin. Et puis peut-être que vous n'avez pas besoin de le recruter full-time. Peut-être que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous donne un coup de main plus ou moins gratuit, plus ou moins avec de l'equity, plus ou moins, etc. Mais en ayant un autre job à côté. Ça dépend là aussi de votre stade de développement. Peut-être que vous pouvez vous appuyer sur des freelances, peut-être que vous pouvez vous appuyer sur toutes ces... Il y a des tas de structures maintenant qui font de l'IT for equity ou qui vous font juste payer. Mais la première question déjà à se poser, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de recruter un CTO? Le deuxième point, c'est qu'un CTO d'une start-up, c'est pas un CTO d'une grande entreprise. Et vice-versa, d'ailleurs. Quelqu'un qui est CTO d'une grande entreprise passe vraisemblablement le plus clair de son temps à faire du management, de l'administratif et de la vision que être hands-on. Et du coup, il saura peut-être pas être hands-on. Et à l'inverse, le mec qui est juste génial au départ de votre start-up, comme CTO, au moment où il va falloir faire grossir énormément l'équipe, recruter, avoir des équipes à Paris, à San Francisco, etc., bah, peut-être que ça va beaucoup moins l'amuser en fait, parce que lui, ce qu'il aime, c'est vraiment être hands-on. Donc, c'est pas les mêmes compétences dont vous avez besoin à différents stades de développement de votre start-up. Ensuite, il y a le sujet compliqué de comment je valide un background technique. Et ça, j'ai oublié de dire en me présentant, qu'en parallèle de Orange et puis maintenant de AWS, j'ai co-créé un réseau de Business Angel, INSEAD Business Angel, et je suis dans des boards de plusieurs startups. Et j'ai vu plein de choses qui ont marché. Et évidemment, là où on apprend le plus, c'est avec les trucs qui marchent moins bien. Toujours. Hein. Et parmi les choses qui marchent moins bien, moi j'ai vu des startups recruter, alors pas forcément des CTO, mais des DevOps, qui se targuaient de super bien connaître le cloud parce qu'ils étaient précédemment dans une entreprise qui, dans son nom, il y avait écrit qu'il faisait du cloud. Bon, ben, sauf que non, enfin, il y a cloud et cloud, quoi. Et après, on voit dans la façon de travailler du DevOps, ou du so-called DevOps, ce qu'il a vraiment appris ou pas. Et donc, pour valider un profil technique, mais la recommandation. Là aussi, vous connaissez forcément quelqu'un qui. Je suis pas ingénieur, je serais incapable, moi je suis totalement incapable de recruter, de savoir moi-même plutôt, de savoir moi-même valider un profil technique, mais j'ai forcément des référents que ce soit votre fonds, votre investisseur, que ce soit un CTO d'une autre boîte qui marche bien et qui marche bien commercialement, mais surtout qui marche bien techniquement. Mais la recommandation est vraiment primordiale. Et puisque, comme je vous disais, c'est les solution architectes qui m'ont donné tous ces conseils-là, ils m'ont dit, mais moi, je le fais énormément, de donner des coups de main ici et là, aussi à des gens autour de moi, quoi, que ce soit des clients ou des gens que je connais, pour dire, oui, ce background-là, oui, c'est le bon. Après, nous, dans nos processus à nous, quand on recrute un solution architect, comme je vous disais, en fait, il y a parmi tous les
tous les entretiens. Il y a un entretien qui dépend du poste que vous allez occuper. Donc, si vous êtes account manager, on va vous mettre en situation d'account manager. Et si vous êtes solution architect, on va vous mettre en situation de solution architect. Et puis, le dernier point, c'est, on a beaucoup parlé de recrutement, mais le dernier point, c'est de développer les meilleurs. C'est hire the best and develop the best. Et je sais bien, c'est dans des slides, c'est facile à dire. Et en vrai, c'est pas toujours aussi facile. On est toujours très occupé. Il y a toujours une urgence client. Il y a toujours une nouvelle release à lancer. Mais pourtant, c'est quand même vraiment important de laisser du temps à vos équipes techniques pour se former. Alors, en même temps, c'est les solution architects qui m'ont dit ça. J'aurais posé la même question aux account managers. Ils auraient dit non, les solution architects, il faut qu'ils bossent. Mais c'est vraiment important qu'ils puissent se former en permanence sur les dernières techniques, qu'ils puissent aller à des meet-up, qu'ils puissent participer à des projets open source et qu'ils puissent donc rester sur la balle en fait en permanence. Vous ne voulez pas que quelqu'un que vous avez recruté il y a 5 ans et qui était génial il y a 5 ans, aujourd'hui en fait n'ait plus de valeur sur le marché parce qu'en 5 ans il s'est passé beaucoup de choses. Donc c'est vraiment important. Et puis je l'ai pas précisé, payez-les aussi, c'est bien. Voilà. Donc j'étais assez rapide en fait. Quelques trucs et astuces que nous on utilise. Sachez quelle est la culture de votre entreprise. Recrutez pour la culture plus que pour les compétences. Développer un process qui soit homogène. Trouver les mécanismes qui font que le CEO n'a pas besoin d'être dans la salle et qu'il y a d'autres garants que le CEO. Ayez quelque chose de préformaté. Franchement, ça, venant d'Orange, ça a été le truc qui, en matière de recrutement, c'était une découverte. Effectivement, moi, quand j'étais chez Orange et que je faisais passer des entretiens pour des candidats, d'abord, c'était moins souvent. Et du coup, j'avais pas mon plan préformaté, quoi. Je mettais du coup beaucoup de temps à préparer chacun de ces entretiens. Alors que là, effectivement, je suis beaucoup plus efficace. Documenter de façon juste, honnête, et soyez sûr que la personne en face de vous est curieuse. Et interviewez beaucoup de monde, vérifiez leur background et soyez honneur de votre processus de recrutement. C'est toujours le premier jour. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser.